Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes 45 à être présents actuellement. On attend pas mal d'autres participants. Bienvenue dans cette nouvelle session collective de réparation organisée par Spareka en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de l'ADEME. On a organisé cette session à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. C'est une semaine qui a lieu une fois par an, toujours fin novembre, et qui a pour but de nous apprendre à jeter moins, à prolonger la durée de vie de nos appareils, à consommer mieux et à produire mieux aussi. Donc cet atelier, lui, a pour but de vous apprendre à réparer. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les appareils de cuisson. Donc vos fours, vos micro-ondes, vos plaques de cuisson, et puis les appareils, les autocuiseurs, les appareils à fondu, à raclette et tout autre appareil qui nous aide à cuire. Donc ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler pour que vous puissiez commencer à poser toutes vos questions dès maintenant. Alors, vos caméras et vos micros sont automatiquement désactivés. Vous pouvez seulement vous exprimer à l'écrit. À droite de votre à droite de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Questions. C'est là où vous allez pouvoir nous poser vos questions. Donc, vous précisez bien le symptôme de la panne, le type d'appareil dont vous parlez, si vous parlez d'un four, d'une plaque, d'un micro-ondes, et point d'attention sur les plaques pour que Cyril puisse bien comprendre de quoi on parle. Il faut nous dire si c'est une plaque vitrocéramique, une plaque à induction, si c'est gaz, électrique, le plus de détails possible pour bien pouvoir cerner le problème. Vous pouvez commencer à nous écrire. Je vois qu'on a les premières questions, donc c'est chouette. Le plus intéressant, une fois qu'il y aura quelques questions, ça va être de voter. Donc, vous pourrez voter avec le petit triangle à côté des questions pour une question qui est similaire à la vôtre ou les questions que vous trouvez les plus intéressantes. En fait, nous, ça va les trier dans un ordre de popularité et on répondra en priorité aux questions qui sont les plus votées. Donc, c'est important de voter. Et ensuite, vous avez un onglet chat toujours à droite de votre écran. Et ici, c'est là où on va vous envoyer des liens de sites internet, des liens de tutoriels, de vidéos, les liens des documents techniques ou de toute autre information qui pourra vous aider à réparer. Donc, c'est parfait. Je vois les premières questions qui arrivent. Avant de traiter vos questions, je vais vous parler de notre démarche. Spareka, on est une entreprise à impact. Notre mission, c'est de permettre aux citoyens comme vous, comme moi, de réparer nos appareils au lieu de jeter. Donc, on évite avec vous, avec tous nos clients, environ 4000 tonnes de déchets électriques et électroniques par an. Et pour cela, on fait de la sensibilisation et de la formation exactement comme aujourd'hui. On développe des outils pédagogiques gratuits comme des tutos vidéo, des diagnostics de panne en ligne. On a un forum de discussion également. Et aujourd'hui, on représente à la fois Spareka, à la fois le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Donc, en temps normal, on part en Repair Tour de France pour faire ce type d'atelier. Je vous expliquerai plus tard dans la session ce qu'est le Repair Tour de France. Mais aujourd'hui, on ne peut pas partir en Repair Tour. Donc, c'est pour ça qu'on est ici en ligne. Et du coup, notre partenariat avec le ministère de l'écologie et de l'ADEME, il réside dans la sensibilisation des citoyens à allonger la durée de vie des appareils. Donc, exactement ce qu'on est en train de faire pendant cette session. Cet atelier fait partie de la campagne Longue vie aux objets. C'est une campagne de communication qui met en lumière les bons réflexes à adopter pour éviter de surconsommer. Et l'objectif, c'est de vous sensibiliser et de vous inciter, de nous inciter à changer nos habitudes de consommation pour ralentir l'utilisation des ressources de la planète. Donc, c'est pour nous faire comprendre que nos objets n'ont pas un seul avenir, mais plein d'avenirs. Ils peuvent être à la fois réparés, donnés, revendus, échangés. Il y a plein de possibilités plutôt que d'être jetés. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est 5 pour animer cet atelier. Il y a Cyril, que vous voyez à l'écran, qui est notre expert technique et qui va répondre au mieux à vos questions.
Il y a Étienne et Lise qui sont cachés, qui n'ont pas leur caméra, mais qui vous parleront à travers l'onglet chat. Il y a Kevin qui est caché aussi, mais il est bien présent. C'est le troisième écran. Kevin va nous montrer tout le long des explications de Cyril. Il va nous montrer à la caméra sur le four ou sur le micro-ondes les éléments dont on parle. Et moi, je m'appelle Ophélie et je vais animer cette session. Donc, en France, il y a environ 16 000 pannes par jour. Donc, quotidiennement, c'est 16 000 personnes qui se posent des questions sur quoi faire de mon appareil, est-ce que c'est possible de le réparer ? Et du coup, nous, on est là pour faire en sorte que vous puissiez réparer vos appareils, car c'est une alternative à la fois économique, à la fois écologique. On divise par 3 le coût de la réparation quand on le fait soi-même, et on évite aussi la production d'un nouvel appareil. Donc, merci à vous de faire cette démarche. Et accompagné par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME, nous, on est là pour vous aider aujourd'hui. Donc, c'est parti. On va commencer à répondre à vos questions. Avant ça, on est 69 maintenant. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais répéter les règles une seconde fois. L'objectif, c'est de nous poser toutes vos questions techniques dans l'onglet « Questions » à droite de votre écran, en précisant le symptôme de la panne et le type de l'appareil. Il faut pas oublier de voter pour vos questions préférées. Comme ça, elles remonteront ça nous permettra de les choisir dans l'ordre de popularité. Et comme ça, on traitera les questions les plus intéressantes, c'est celles qui vous intéressent le plus. Allez, c'est parti. Avant de commencer, Cyril, est-ce que tu es prêt à prendre la parole pour nous expliquer le fonctionnement du four ? Oui, bien sûr. Parce qu'on sait toujours mieux réparer quand on connaît le fonctionnement de l'appareil. Oui, exactement. Avant de réparer un appareil, il faut connaître un minimum son fonctionnement et savoir quel organe il y a à l'intérieur et savoir un peu comment ça fonctionne. Donc là, on est sur un four traditionnel, multifonction, avec fonction pyrolyse. C'est un four assez classique. Donc je vais vous expliquer les différents organes que l'on peut trouver à l'intérieur. Déjà, quand on démarre une cuisson, donc on va choisir le temps, la température, les différents modes de cuisson grâce au sélecteur de programme qui se trouve ici, que Kevin est en train de montrer. En fin de compte, ce commutateur interagit avec une carte électronique de commande qui se trouve juste derrière le bandeau de commande. Donc là, c'est simplement une interface qui nous permet de piloter le four. Donc cette carte va être en communication avec une autre carte qui se trouve juste derrière, qui est une carte qui va être un peu plus grosse, avec un peu plus d'organes dessus, qu'on appelle une carte électronique de puissance ou un module de puissance. Donc elle, par contre, cette carte électronique, c'est elle qui va alimenter tous les organes de l'appareil, donc à savoir donc les éléments de chauffage, les ventilateurs, et en fin de compte, celle qui va vraiment donner les impulsions, la bonne tension nécessaire pour alimenter les organes. Donc après, là, on est sur comme je disais, on est sur un four traditionnel qui a 3 résistances. Donc on va avoir déjà une résistance de sol qui se trouve ici. Voilà, donc c'est la résistance sol, c'est la résistance qui est en bas. Cette résistance-là va être actionnée lorsqu'on sélectionne donc soit le mode de cuisson sol-voûte, soit simplement le sol, la cuisson sol qui permet de cuire par exemple des tartes, des choses comme ça. Ensuite, vous allez avoir une deuxième résistance qui va être la résistance circulaire. Donc là, on la voit dépasser par ici, on ne la voit pas complètement parce qu'elle est à l'intérieur du four, mais c'est par là qu'on peut y accéder. Et donc là, cette résistance-là, en fin de compte, c'est une résistance qui est ronde et qui fait le tour du ventilateur que l'on peut voir, le petit moteur électrique qui est juste à côté. Donc cette résistance circulaire va être activée lorsqu'on sélectionne le mode de cuisson chaleur tournante. Donc ça permet d'avoir une cuisson homogène donc sur tous les aliments. Ça permet aussi de cuire sur plusieurs niveaux. Ensuite, vous allez avoir donc une troisième résistance qui va être tout en haut. Donc là, on est sur une résistance voûte-grille. Donc c'est une résistance qui en fin de compte en fait 2. Donc c'est-à-dire que ça fait la résistance qui va chauffer par le haut
et ça alimente, ça fait aussi la résistance de grille. La résistance de grille, c'est celle qu'on va voir qui rougit quand on sélectionne donc la position grille, qui permet de faire des gratins, des choses comme ça. Donc, il y a donc les éléments de chauffage. Après, vous avez différents ventilateurs. Donc, comme on l'a vu déjà, il y a le ventilateur de chaleur tournante qui se trouve ici. Donc, on peut le voir à l'intérieur du four. On voit souvent les hélices en fait qui tournent lorsqu'on actionne donc le mode de cuisson en chaleur tournante. Vous avez également donc un deuxième ventilateur qui va se trouver au-dessus, qui est un ventilateur de refroidissement. Donc, il peut avoir plusieurs formes. Là, on est sur un ventilateur qui, en fin de compte, qui ressemble à celui de la chaleur tournante, mais on peut avoir aussi un ventilateur qui va être allongé, qu'on appelle aussi un ventilateur tangentiel. Voilà. Donc, il y a ces moteurs-là. Après, vous allez, bien sûr, donc, pour réguler la température, on va avoir besoin d'une sonde de température qui est ici, qui est déjà à moitié démontée. Hein. Cette sonde va capter la chaleur du four. Cette sonde a une valeur ohmique qui va évaluer en fin de compte la chaleur qu'il y a dans l'enceinte et donner une information à la carte électronique pour savoir en permanence à quelle température on est. Voilà. Ensuite, qu'on a comme élément principal, ce qu'on va avoir aussi, donc c'est le verrou qui va être utilisé, le verrou de porte, qui va permettre de verrouillage donc qui se trouve au-dessus du four, voilà, qui se trouve ici. En fait, lui, il va permettre de verrouiller la porte pendant la pyrolyse. Hein. Donc, pour rappel, la pyrolyse, c'est un système d'auto-nettoyage. On va monter jusqu'à 400 degrés pour pouvoir nettoyer, carboniser toutes les graisses. Donc, pour des raisons de sécurité, on va verrouiller la porte, on va bloquer la porte. Grâce à ce blocage que l'on peut apercevoir un petit peu mieux au-dessus. Vous avez tout un système. Est-ce que tu peux montrer, Kevin, au-dessus tout le mécanisme qu'on a derrière? Donc, vous avez tout un système derrière qui permet, en fait, avec un petit moteur, un axe, etc., des interrupteurs qui permettent de verrouiller sa porte lorsqu'on active la fonction pyrolyse. C'est à peu près tout ce qu'on a comme éléments principaux, on va dire. Après, il y en a d'autres, il y a des thermostats, il peut y avoir différentes choses en fonction des modèles, mais disons que c'est les choses principales que l'on peut trouver sur un appareil de ce type-là. Ok. Eh bien, écoute, très clair. Est-ce que tu es prêt pour répondre à ta première question? Allez, c'est parti. Ok, super. C'est une question de Victor qui demande ma plaque à induction se met en erreur au bout d'un moment. J'ai l'impression que c'est parce que la poêle chauffe trop. Comment est-ce possible? Donc une plaque à induction qui se met en erreur au bout d'un moment. Après, il faut qu'il essaie peut-être avec un autre récipient. C'est peut-être le récipient qui n'est peut-être pas adapté. Après, ça peut être aussi, les plaques à induction, elles ont un ventilateur, donc toujours un ventilateur de refroidissement à l'intérieur qui permet de refroidir donc les cartes électroniques. Alors, je ne sais pas s'il y en a un sur celui-là, normalement il doit en avoir un. Et ça peut être un des ventilateurs qui ne fonctionne plus et qui ne vient pas refroidir correctement la carte électronique. Du coup, ça indique un message d'erreur. Après, voilà, ça indique une surchauffe. Après aussi, ça peut être éventuellement un problème de sonde de température à l'intérieur qui ne réagit plus correctement aussi. En fait, sur chaque foyer, chaque inducteur, vous allez avoir donc une sonde de température. Si vous en avez une qui ne fonctionne pas, vous aurez un message d'erreur. Et ça se répare, c'est assez. Alors oui, tout à fait. Alors si c'est juste une sonde de température, c'est pas très cher. Si c'est juste une sonde à remplacer, c'est pas très très compliqué à faire. Voilà, donc là vous pouvez voir dessous. Voilà, Kevin, tu peux montrer, il y a un petit ventilateur. Un petit ventilateur qui ressemble à un ventilateur un peu qu'on trouve aussi dans l'informatique. Ok. Donc, éventuellement, ça peut être ça, ou ça peut être donc les sondes. Là, il y a les petits fils noirs qu'on peut voir dessous, qui sont reliés sur chaque foyer, qui peuvent être défectueux. Donc, ça peut se tester et ça peut se remplacer, bien sûr. Ok, très bien. Mesures de sécurité, toujours, comment est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, là, on est dès qu'on travaille, bien sûr, sur un appareil, quel qu'il soit, il faut toujours le débrancher, bien sûr. Ok. Et là-dessus, on peut voir, pour faire
assez attention parce qu'on a quand même des éléments, on a quand même des condensateurs. Où il peut avoir un peu de tension résiduelle. Donc, il faut faire attention où on met les doigts. Voilà. Ok, il faut suivre un tuto. Mais voilà, mais déjà, si on Faire a, les si on a choses correctement. débranché l'appareil, il y a peu de risques. Après, si vraiment on veut travailler en toute sécurité, si quand vous avez des condensateurs comme ça, vous pouvez laisser l'appareil euh, débranché pendant quelques jours pour être sûr qu'il se vide de tension lui-même, en fait. Ok. Ok, entendu, très bien. Question suivante. Quentin, qui nous dit que son appareil à raclette fait disjoncter son appartement ou sa maison. Ouais, bah en fait dans un appareil à raclette, il y a pas grand-chose comme aliment, hein. Vous avez concrètement vous avez une résistance de chauffage, un peu comme sur un four, et vous avez un thermostat. Donc là, ça peut être effectivement donc, soit la résistance, soit le thermostat, mais qui vérifie quand même en premier lieu quand même le cordon d'alimentation, l'état de son cordon, pour voir s'il n'est pas endommagé, brûlé, qu'il essaie sur une autre prise éventuellement pour éliminer ce problème-là. Après, ce qu'il peut faire tout bêtement sur son appareil à raclette, c'est de déconnecter donc la résistance. Donc la résistance va être alimentée par deux fils. Il débranche ces deux fils, il branche son appareil à raclette. Si ça ne disjoncte plus, bah, c'est que le problème vient vient bien de la résistance. Si ça disjoncte encore, par contre, là, ça faudra sonner plus vers soit le cordon d'alimentation ou éventuellement le thermostat, mais c'est quand même plus rare que ce soit en défaut d'isolement. Je pensais plus à un problème de résistance. Moi. Ok, Après, résistance ou voilà. cordon. Voilà, ouais, ouais. Ok, super. Je pense que ça arrive à pas mal de personnes, donc c'était une question intéressante. Ouais, mais c'est. C'est plutôt facile à et diagnostiquer et réparer. Ensuite, on a une question de Francine qui est repostée par Étienne de chez Spareka parce que Francine avait posé sa question en amont via un questionnaire. Du coup, Francine nous a demandé il y a quelques jours, la pyrolyse de mon four ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe et comment faire? Alors, ben, déjà, si elle fonctionne pas, déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être tout simplement parce que la porte ne s'est pas verrouillée correctement. Donc, en fait, sur le système de verrou, en fait, si on détecte que la porte n'est pas fermée correctement, la pyrolyse ne va pas fonctionner. On va pas atteindre la température et du coup, l'appareil va rester sale. Donc, il faut regarder déjà au niveau de. Si moi, déjà, il faut aussi qu'elle ferme correctement la porte. Si la porte n'est pas correctement fermée, ça peut. Le verrouillage ne va pas se faire correctement. Il faut regarder déjà voilà, au niveau du verrou de blocage. Après, ce qui peut arriver aussi, c'est que elle est une des résistances qui ne fonctionne pas. Parce que quand on utilise la pyrolyse, on va faire fonctionner toutes les résistances pour justement atteindre une très forte température. Ok. Donc, faut tester les résistances. Il y en a peut-être une ou deux qui fonctionnent plus, ça peut arriver. Alors après, pour les tester, on a des tutos qui vous expliquent, on a une vidéo qui vous explique que faire quand un four ne chauffe pas, qui vous explique comment faire pour tester les résistances une par une. Mais moi, je commencerai par là déjà, tester toutes mes résistances et puis vérifier si quand elle sélectionne la pyrolyse, si la porte se verrouille bien. Parce que si elle ne se verrouille pas, ça peut être un problème au niveau du système de verrouillage. Ok, très bien. Donc, Voilà. tester les résistances et regarder si le verrou est bien efficace. Exactement. Ouais. Entendu. Et sachant qu'on a des tutos vidéo sur la plupart des symptômes de panne, Ouais. sur le four, sur les plaques, sur le micro-ondes, sur tous les appareils de cuisson, que vous pouvez Complètement. Ouais. retrouver soit sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr, soit sur notre chaîne YouTube Spareka, tout simplement. Ensuite, passons à une autre question. Alors, c'est Wardia qui nous demande sa plaque de cuisson
sur les deux appareils ne fonctionne presque plus et reste tiède. Ok, donc c'est une plaque de cuisson qui, au niveau des deux foyers. endroits de cuisson, des deux foyers exactement, ne fonctionne presque pas et reste plutôt tiède. Alors après, il faut savoir qu'est-ce que c'est comme plaque. C'est une Oui. plaque induction ou c'est une plaque vitrocéramique, foyer J'ai radiant pas ou plus foyer d'informations. Là, c'est compliqué de répondre parce qu'en fait, Ouais. en fonction de la technologie de la plaque, ça va être vraiment différent. Parce qu'en gros, il existe quatre principales types de plaques. Donc, vous avez les plaques gaz, vous avez les plaques induction et vitrocéramique. Vitrocéramique, c'est juste le support vitro. Souvent, c'est la plaque qui est noire. Mais en fait, vous pouvez aussi avoir des plaques vitrocéramiques, donc avec la plaque de la vitre noire. Mais dessous, vous pouvez avoir plusieurs systèmes de chauffage. Vous pouvez avoir soit un système radiant, un système de résistance. Vous pouvez aussi avoir un système avec qu'on appelle halogène ou highlight. On va voir en fait vraiment la plaque vraiment rougir très fort. Donc après, soit c'est un problème de plaque chauffante classique radiant, donc ça peut être une résistance qui ne fonctionne plus, ou un des foyers radiants foyer halogène qui ne fonctionne plus. Après, si c'est une plaque plutôt induction, bien souvent c'est plutôt un problème de carte électronique. Donc là, il faut aller démonter la plaque et aller inspecter les composants au niveau de la carte. Ok. Voilà, puis peut-être bien observer si la plaque. Que généralement, quand vous êtes sur une plaque induction, vous avez un message d'erreur qui apparaît. Il faut bien observer ça. Ok, entendu. On a une question de Philippe qui nous demande pourquoi l'horloge, le programmateur du four de sa cuisinière ne fonctionne plus, sachant que c'est une Ariston de 2003. Je ne sais pas si ça t'aide ou pas, mais c'est le programmateur de la cuisinière qui ne fonctionne plus. Le programmateur de la cuisinière qui ne fonctionne plus, il a plus d'heures, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne peut plus choisir de programme et il ne voit plus apparaître l'horloge. Là, c'est assez simple. S'il ne peut plus sélectionner de programme, c'est tout simplement son bloc minuteur qui est défectueux. J'imagine qu'il ne peut pas démarrer. Enfin, ouais, s'il n'a pas d'affichage, il n'a rien, il ne peut pas démarrer de cuisson. Donc, généralement, sur cuisinière, ça va être un bloc avec un écran, une carte électronique qu'il y a derrière, avec tous les branchements qui sont raccordés dessus. Il y a peut-être juste besoin de remplacer cet élément pour que son four puisse fonctionner. Après, il faut faire attention, qu'il vérifie peut-être avant, qu'il ne soit pas, je ne sais pas, en mode démonstration ou en sécurité enfant, quelque chose comme ça, ça peut arriver aussi. Avant de changer une pièce, mais Ok. voilà. On a une question de Momo qui nous dit que ma hotte aspire mal. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire quand une hotte aspire mal? Alors, déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier donc, les filtres. Donc, généralement, sur une hotte, vous allez avoir donc, des filtres à graisse. Ce sont les filtres les plus accessibles, qui sont les filtres métalliques. Donc, ça, il faut vérifier déjà. Ça peut s'entretenir donc, au lave-vaisselle. On peut les nettoyer à très haute température pour bien les dégraisser. Sous ce filtre-là, vous allez avoir généralement aussi un filtre à charbon qui va permettre de filtrer surtout les odeurs. Voilà, ça, c'est le filtre à graisse. Ok. Voilà, donc c'est très important de faire l'entretien et de mettre le lave-vaisselle pour bien nettoyer. Il n'y a pas sur cette hotte-là qu'on a ici, mais vous avez aussi donc, des filtres à charbon qu'il faut remplacer 2 à 3 fois par an. Donc, les filtres à charbon, c'est les filtres à charbon, comme vous connaissez, qui peuvent être trop sales. Après, selon le type de hotte, il faudra vérifier que c'est super important, c'est l'installation, voir si la hotte est bien installée, bien raccordée. Par exemple, si c'est une hotte à évacuation qui envoie donc qui recrache vers l'extérieur, il faut vérifier au niveau de la gaine si la gaine n'a pas trop de coude, mais pas trop longue. Et si elle n'est pas pincée, par exemple, ça peut freiner l'évacuation. Et après, il y a un test assez simple à faire aussi, c'est le test de la feuille. Vous mettez votre hotte même en position minimale, vous mettez une feuille de papier. Normalement, elle doit coller contre le premier filtre à graisse. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez vraiment un problème d'aspiration. Ok. Donc, c'est juste pour voir si vraiment il y a un souci ou pas. Après, bien sûr, si ça n'aspire pas bien, il faudra aller vérifier au niveau de la turbine, au niveau du moteur, s'il y a peut-être une balle de cassé ou quelque chose comme ça.
Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, donc soit problème d'usure sur les filtres, à changer super facilement et très facilement remplaçable, Ouais, soit si jamais le problème continue et que ça aspire mal, aller voir s'il y a un problème de moteur. ouais, ouais, ouais. Ok, très clair. On a une réponse de Christophe qui demande où acheter les pièces de rechange. Par exemple, la sonde de température sous la plaque d'induction dont vous parlez, où est-ce qu'on peut l'acheter? Donc, Bah, là, il faut, déjà, faut qu'il regarde la référence de sa plaque, qui se trouve sur la plaque signalétique, sur la petite étiquette. Et donc, il va taper la référence de sa plaque directement dans la barre de recherche sur notre site Spareka. Et là, il va avoir toute la liste des pièces compatibles avec son appareil. Et il va voir, en fait, si sa sonde est disponible. Alors, selon les plaques, des fois, vous avez la sonde qui est détaillée, on peut prendre que la sonde. Mais des fois, selon le modèle, en fait, l'inducteur, il est fourni complet. On ne peut pas changer de la sonde. C'est pas dissociable. On est obligé de changer donc l'inducteur complet avec la sonde qui est intégrée dessus. Ça dépend des modèles. ok. Voilà. Donc, tout simplement se munir de la référence, aller voir sur le site de Spareka et, euh, et voilà, et voir si elle est disponible, si elle est disponible. Mm, mm. On a une question de Marine qui dit mon four combi micro-ondes ne fonctionne plus, aucun signe de vie. Comment faire pour Mhm. diagnostiquer l'origine de la panne? Déjà, il faut le brancher. Non, je plaisante, mais déjà, vérifier s'il est bien branché déjà. Vérifier si la prise de courant est bonne. Éventuellement, mettre sur une autre prise déjà. Et après, sur ce type d'appareil, très très souvent, vous avez des fusibles en fait à l'intérieur. Ok, Vous en avez un, voire deux, enfin, ça dépend, mais on va vous montrer à quoi ça à quoi ça ressemble. Là-dessus, je pense qu'on va pouvoir en trouver un. Voilà, vous en avez un ici. Donc là, ok, c'est un fusible de sécurité. Et quand il est, donc en fait, vous avez un filament à l'intérieur, et quand il y a un problème de tension, ou qu'il y a une sorte de tension, ce filament se coupe et ça coupe l'alimentation du four, on ne peut plus utiliser. Donc ça peut se vérifier assez facilement à l'aide d'un multimètre pour voir s'il est bon ou pas. Mais là, dans son cas, je pense il doit y avoir un fusible qui a dû se couper et du coup, ça n'autorise plus la mise en marche de son appareil. Donc, alors, attention, on est sur un four combiné micro-ondes. Donc, pour intervenir dessus, donc bien sûr, appareil débranché, il faudra surtout penser à décharger le condensateur. Parce que là, vous pouvez avoir je sais pas, 500 volts à peu près dans le condensateur qui va rester à l'intérieur. Donc, il faudra bien penser à le décharger. Donc, on a une vidéo sur notre chaîne YouTube qui vous explique comment le décharger. C'est très simple. Et voilà, il faut utiliser une pince ou un tournevis isolé. Et donc, on va faire un court-circuit entre les deux cosses que vous avez de chaque côté. Ça peut faire une petite étincelle, mais très léger ou pas. Et après, une fois que vous avez bien déchargé ce condensateur, vous pouvez travailler en toute sécurité sur votre appareil. Mais voilà, dans son cas précis, voilà, j'irai directement, moi, tester les fusibles. ok, très bien. Voilà. Donc bien débrancher l'appareil, comme tout, à chaque fois qu'on touche à l'intérieur d'un appareil, toujours tout débrancher. Et sur le micro-ondes, particulièrement faire attention au condensateur, suivre le tuto qu'on a sur notre chaîne YouTube Voilà. à la lettre pour ne prendre aucun risque. Et on a une personne tout à l'heure qui a posé la question est-ce que c'est dangereux de réparer un micro-ondes soi-même? Je l'ai vu passer, je ne sais plus où elle est, et ça répond aussi à cette question. Du coup, Ouais. ça peut Bien se sûr, faire tout seul, bien sûr. mais il faut bien suivre les conseils en tuto. Alors, j'ai une question de Gérard qui nous dit j'ai une table à induction Fagor, le côté à droite ne réagit plus. Pendant un Ouais. certain temps, j'ai coupé le courant. Pendant un certain temps, couper le courant le faisait redémarrer. Maintenant, elle ne veut plus du tout.
le côté gauche marche normalement. Ok. Alors, il faut savoir sur une plaque induction, vous avez généralement, donc, bon, ça dépend des modèles, hein, mais bien souvent, vous avez une carte de puissance qui va alimenter 2 foyers. Ok. En gros, vous avez 2 cartes de puissance et chaque carte de puissance va alimenter 2 foyers. Donc, dans son cas à lui, je pense qu'il y a une des cartes, enfin, voilà, sa carte de gauche ou de droite, je ne sais plus laquelle il a comme problème, doit avoir un problème, doit y avoir un composant dessus qui ne fonctionne plus et qui, du coup, qui rend inopérante donc cette carte. Donc là, sur ce modèle-là, on est sur une monocarte, hein, mais dans son cas à lui, s'il a vraiment qu'un côté qui fonctionne, c'est sûr et certain, il doit avoir une carte électronique qui ne fonctionne pas. Donc après, il faut changer donc la carte électronique complète. Après, s'il a des compétences en électronique ou s'il connaît quelqu'un qui a des compétences en électronique, il est possible de faire du dépannage aux composants, à condition Ok. mais sur l'induction, 9 fois sur 10, le problème vient d'une des cartes. Ok. Ok, super. Pour te laisser respirer 2 minutes, on va faire une petite pause. Une petite pause pendant laquelle je vais vous donner des conseils pour bien entretenir vos appareils, donc notamment votre four. Les problèmes d'entretien, le mauvais entretien, c'est responsable de 50% des pannes. Donc, il y a vraiment un intérêt très fort à entretenir correctement ces appareils de maison. Donc, concernant le four, premièrement, il faut faire des pyrolyses tous les mois. Donc, comme Cyril l'expliquait, pyrolyse, c'est un programme qui chauffe à plus de 400 degrés qui va détacher le gras qui a été projeté tout autour des parois. Ça permet de le nettoyer et de faire en sorte qu'il soit moins encrassé. Ensuite, il faut nettoyer la vitre de la porte et les contours de la vitre. Et il faut nettoyer aussi les accessoires, donc les grilles, les plats. Je sais que c'est hyper pénible et que c'est pas quelque chose de très drôle, mais il faut le faire. C'est important pour avoir une bonne hygiène de cuisson. Ça évite aussi d'avoir des dépôts de graisse. Et c'est souvent ça qui engendre de la fumée. Et donc, autant le faire directement en laissant le four refroidir, mais après l'avoir utilisé. Et un petit conseil supplémentaire, ne nettoyez jamais les joints d'étanchéité de votre four parce que c'est en fibre de verre et que ça pourrait se détériorer sous l'action du produit d'entretien. Donc, restez bien autour sur les parois et les contours, mais n'allez pas chercher dans les joints d'étanchéité. Voilà. Et vu qu'on est toujours friand de conseils d'entretien, je vous en donne quelques-uns, notamment pour le lave-linge. On vous conseille de faire des détartrages complets au vinaigre blanc en suivant les bonnes doses de vinaigre blanc à mettre et à diluer avec de l'eau dans votre appareil. Toutes ces consignes-là sont dans nos tutos à la fois sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr, à la fois sur notre chaîne YouTube. Et il faut aussi nettoyer le filtre de vidange. C'est très important. Il y a plein de petits trucs qui peuvent se coincer dedans, comme des pièces de monnaie, des vêtements de bébé, des chaussettes, etc. Et il faut aussi penser à nettoyer le bac à produits. Ensuite, pour le lave-vaisselle, ça fonctionne à peu près comme un lave-linge, il y a les mêmes éléments. Donc, il faut faire un détartrage complet. Il faut nettoyer les joints, donc comme le joint de bas de porte. Et il faut faire aussi un programme à haute chaleur, à 60 degrés pour faire en sorte de nettoyer l'intérieur. Plus. Ouais, on peut monter jusqu'à 90-95 degrés selon les lave-linges. Il ne faut pas hésiter de faire de la haute température pour faire justement, pour bien désinfecter le lave-linge, enlever tout ce qui est germes, bactéries. Parce que c'est vrai que maintenant, on a tendance à laver à basse température, à 30-40 degrés, parce que le textile supporte que des basses températures. Et du coup, quand on fait cuire 30-40 dans un lave-linge, à cette température-là, il ne se passe pas grand-chose. Et on a tendance à accumuler du dépôt luciviel et puis
et des odeurs, etc. Donc, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à faire de la température, même à vide, ça fait du bien à l'appareil. Et sur les lave-vaisselle, pareil, Euh, 60-80 sur, degrés. oui, sur la vaisselle, alors, généralement, la vaisselle, ça va monter maximum à 75 degrés sur un appareil Ok. ménager. Et de temps en temps, ça fait du bien à l'appareil de faire ce genre de température parce qu'en fait, on dégraisse qu'à partir des températures de 60 degrés. En dessous, on dégraisse pas assez bien. Donc, faut pas hésiter à faire la température plus chaude, en fait. Ok, entendu. Et pour la machine à café, détartrage au vinaigre blanc aussi, toujours en suivant un tuto qui vous explique bien comment le doser. Nettoyage des accessoires, donc bien nettoyer le porte-dosette, la petite grille, le bac de récupération des dosettes et faire un nettoyage régulier du percolateur pour les machines à grains parce que le café, c'est très abrasif et ça abîme les joints. Voilà, donc vous pouvez retrouver tous ces conseils à la fois dans nos tutos, à la fois sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. T'es prêt, Cyril, pour repartir? Ouais, c'est parti. Ok, top. Allez. On a beaucoup de questions sur comment déterminer la panne sur un micro-ondes qui ne chauffe plus. D'accord. Mais je crois que tu y as déjà répondu en parlant du fusible. Oui, enfin, Euh, c'est que le fusible, ça arrive souvent qu'il faille changer de fusible. Mais après, attention, parce un fusible qui se coupe, il se coupe pas sans raison. Il se coupe ok, soit parce qu'il y a eu une surtension où il s'est passé quelque chose dans une surconsommation d'un des organes qui fait que le fusible a lâché. Donc, des fois, on remplace le fusible, ça repart. Et par contre, si ça reclaque tout de suite après, c'est que là, il faut trouver l'élément qui fait couper le fusible. Et pour cela, on peut provoquer par élimination en débranchant organe par organe pour voir lequel fait claquer le fusible. ok, ok, entendu. On a une question intéressante de Elodie qui nous demande, après avoir utilisé ma plaque à induction, il y a la trace de la poêle sur la plaque. Donc, il y a des petits points qui sont sur le fond de la poêle qui apparaissent sur la plaque. Et Ouais. elle dit, pourtant, je ne l'utilise pas au maximum, je ne la laisse pas chauffer trop vite, trop longtemps. Et est-ce que c'est problématique et à quoi c'est dû? Euh, des petits points sur la vitro, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, Sur c'est la plaque ça. vitro? C'est une plaque à induction. Bah, faut faire attention. Je sais pas si elle a peut-être eu un débordement, peut-être de sucre ou de choses comme ça. Ça peut arriver que ça endommage la vitro. Ok, Faut faire attention aussi que, en fait, on travaille avec l'induction, plus le fond de la poêle ou de la casserole est plat, mieux c'est. Parce que ok, quand c'est un peu rugueux, ça peut endommager la vitro. ok. Après, enfin, le fait qu'elle soit endommagée, oui. Enfin, après, faut surtout pas qu'elle soit cassée. C'est un peu ça, c'est dangereux. Par contre, parce que quand c'est cassé, bah, l'eau peut aller à l'intérieur, c'est pas dangereux. Par contre, après, si c'est juste des acides d'aspérité, c'est pas trop méchant. Ça n'empêchera pas la plaque en fait, de chauffer la casserole, hein. Ok, Après, là, comme ça, sans voir, en fait, c'est difficile de dire d'où ça vient, en fait. J'aurais du mal à m'imaginer sa plaque en fonction de ce que. ok. Il faut à la fois regarder le fond des poils si vraiment si c'est pas trop Ouais, le dessous, ouais. rugueux et faire Ouais. attention si la plaque a été tachée, comme tu disais, avec du sucre ou avec quelque chose de Ouais, bien. ça peut arriver en fait que voilà, qu'il y ait du sucre ou quelque chose comme ça qui déborde et du coup après, bah, comme ça chauffe, ça caramélise, ça Ouais. peut endommager la vitro. Ok, ok, très bien. C'est fou, on a toujours les mêmes problèmes. Par exemple, là, on a Philippe qui nous dit que avec sa plaque de cuisson
Ariston, il a seulement 2 positions qui sont efficaces et les 2 autres de gauche qui sont complètement Ouais, HS. ouais. J'imagine Bah, que c'est comme tout c'est- à l'heure avec ouais, ouais. les deux cartes électroniques qui sont C'est différentes. exactement, ouais. C'est en fait, euh, après, il faut qu'il démonte parce que souvent, ce qui se passe, en fait, c'est quand vous avez un problème sur une des cartes de puissance, vous avez un fusible de sécurité qui se coupe et du coup, ça rend inopérante une carte, mais l'autre continue à fonctionner. Donc, en fait, il faut changer donc, le fusible, bien sûr, mais changer aussi de la carte où le fusible a. Chaque carte va avoir son fusible, en fait, et il faut changer le fusible et la carte de puissance. Mais il y a forcément une des cartes. Après, faut démonter la plaque induction, et Ok. puis aller éventuellement tester le fusible, et puis observer aussi la plaque, parce qu'il y a peut-être un signe visuel dessus qui fait que on va voir tout de suite où est le problème. Ça peut être un condensateur qui a gonflé, des traces de brûlure, ou une piste qui a sauté. Voilà, faut l'ouvrir, faut l'inspecter comme ça déjà visuellement. Et voilà, faut Ok. ouvrir l'appareil de toute façon. Très bien. Je répétais la question parce qu'elle réapparaît plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que tout le monde a sa réponse. Et on a une autre question de la part de Gilbert qui nous dit j'ai un four sautère dont la porte reste verrouillée, bloquée après un nettoyage. Euh, ouais, donc là, c'est soit parce qu'il a détruit sa pyrolyse qui a été interrompue ou une coupure de courant. Donc là, il faut qu'il aille voir au niveau de son verrou de blocage. Voilà, qui se trouve ici. En fait, là, vous avez un petit crochet en fait, qui va se baisser pour bloquer la porte. Ok. Donc là, c'est soit il arrive à rallumer son four et il laisse la pyrolyse se terminer jusqu'à la fin et ça va se débloquer, ou soit faut qu'il démonte son système de verrou pour le débloquer manuellement. C'est compliqué de démonter un système de verrou. Non, en fait, il va falloir qu'il retire le dessus du four, Ok. qu'il monte la tôle du dessus pour accéder justement au mécanisme. Et après, il va falloir qu'il le dévisse et qu'il le déverrouille mécaniquement. En fait, Ok. il y a En certainement un effet. problème sur son système. Donc, soit il va avoir un des interrupteurs qui va être défectueux dessus, là, comme on peut voir, les petits switches là, avec les petits boutons, qui ne réagit pas correctement. Ou ça peut être le micromoteur qui se trouve à l'arrière, qui ne tourne plus correctement et qui entraîne plus l'axe. Mais dans tous les cas, quand vous avez un problème sur cette pièce-là, en fait, c'est un ensemble. Il faut remplacer le bloc. Ok, entendu. Si sa porte est bloquée, il y a de grandes chances que ça vienne de là. Ouais. Après, il y a des cas où ça peut également venir de la carte électronique qui n'alimente plus correctement cet organe aussi. Ça arrive. Ok. Bon, priorité à la Mais sécurité, au verrou. tout à fait, oui. Ça semble quand même être une bonne piste. Ok, super. J'ai une autre question sur le four. Un four Bosch qui fait disjoncter mon compteur dès que je l'allume. J'ai vérifié les résistances qui me semblent OK. Mon four arrête de faire disjoncter quand je débranche le thermostat, mais du coup, il chauffe plus. Donc, est-ce que c'est un problème de thermostat? Est-ce que ça peut être autre chose? Faudrait regarder après en fonction du schéma. Déjà, quand il dit qu'il a testé ses résistances, en fait, pour vraiment les tester, il faudrait vraiment les débrancher pour être sûr à 100%. Parce qu'en fait, il y a une façon de le faire, de tester au multimètre pour voir si elles sont en défaut d'isolement, mais ça ne fonctionne pas Ok. forcément. Le mieux, c'est carrément de les débrancher, de mettre en route le four comme ça. Parce qu'après, effectivement, s'il débranche toutes ses résistances et qu'il met en route le four, que ça disjoncte encore, effectivement, ça peut venir éventuellement du thermostat ou du sélecteur de mode de cuisson. Voilà, comme fait Kevin, voilà. Là, quand on débranche toutes les résistances comme ça et qu'on met en route le four et que ça disjoncte encore, là, effectivement, automatiquement, Ok. ça va être un autre organe qui est en défaut. Et tu peux montrer, Kevin, donc le sélecteur ou le thermostat, enfin plutôt le sélecteur sur cet appareil-là, sélecteur de. Ouais, donc là-dessus, voilà, on a une carte de puissance. Mais oui, ça peut être le thermostat, effectivement, qui est en cause. Hein. Ok. C'est pas impossible. Hein. Ok, donc c'était un bon réflexe de tester le four sans le thermostat et
Et ok, donc revérifier les résistances en les débranchant toutes et Ouais, pour être certain, ouais. vérifier si le four fait disjoncter sans résistance et si jamais vérifier le thermostat. Ouais. Très bien. Et c'est rare, hein. Ce serait quand même assez rare hein, qu'il soit le thermostat qui soit encore circuit. Donc, Ok. il faut qu'il vérifie aussi peut-être au niveau du branchement. Ça aide souvent au niveau du bornet d'alimentation du four, soit côté four, ou soit côté donc installation, au niveau des dominos ou de la prise de courant. Il vérifie aussi que ce soit pas brûlé ou qu'il n'y ait pas un problème à ce niveau-là. Parce que ça, c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'un problème de thermostat. Ok. Quelqu'un nous demande comment peut-on tester une résistance avec un ohmmètre, donc avec un multimètre. Donc, je Alors, pense que c'est pas utile de le montrer vraiment à la caméra. On le montre si bien dans un tuto. oui, oui, bah après, en fait, en gros, faut utiliser la fonction ohmmètre de l'appareil de mesure. Il faut commencer par le calibre 200 ohms ou 600 ohms selon le multimètre qu'il a. Et c'est pour vérifier s'il y a un défaut d'isolement, c'est ça, tu m'as dit? C'est pour tester une résistance. Ah, pour tester la résistance, tout simplement. Ah, pour tester la résistance, bah, Simplement. faut se mettre sur la fonction des ohms, en fait, hein, 200 ohms ou 600 ohms, selon le multimètre qu'on a, ou enfin, même ohmique, valeur ohmique, c'est un multimètre automatique. On se met aux bornes de la résistance et on va avoir une valeur qui va s'afficher. Ça dépend de la puissance de la résistance, mais généralement, c'est une vingtaine d'ohms, hein, 20 ohms, 30 ohms, ça dépend. Si on n'a rien, en fait, si on a OL qui s'affiche ou un 1 qui s'affiche sur le multimètre, ça veut dire que la résistance est coupée. Mais si on a une valeur, ça veut dire que la résistance est bonne, tout simplement. Ok. Mais on a Ok, très effectivement clair. un tuto qui explique ça. Ce sera beaucoup plus parlant avec un tuto, si vous veut savoir comment faire. Oui, c'est vrai. C'est notre tuto le plus vu. Je sais plus combien est-ce qu'il a de milliers de vues, mais c'est notre tuto le Ouais. plus vu et Ouais. très facilement comment utiliser un multimètre. Donc, euh, donc voilà, toujours sur la chaîne YouTube ou sur le site longuevieauxobjets.gouv.fr. Et on a aussi un autre outil pour la question de Jacques que je viens de sélectionner. Euh, Jacques, il a un four qui présente une anomalie pendant la pyrolyse avec un code erreur. Donc, pour les codes erreurs, Ouais. Alors, s'il a un code derrière sur son four, je lui conseille d'aller sur notre système d'aide à la réparation, d'aide au diagnostic complètement gratuit sur notre site internet. Je crois qu'il est aussi sur le site de l'ADEME, il me semble. oui, Et on a listé en fait tous les codes panne que l'on peut avoir sur toutes les marques de tout et faux. Il va pouvoir retrouver peut-être son code panne. On explique à quoi correspond le code panne et après on l'oriente dans son diagnostic en lui demandant de faire différents tests pour qu'il puisse trouver sa panne. parfait. Parce que bon, les codes panne, je les connais pas tous par cœur. Là, je peux pas te dire. C'est un peu compliqué de tous les connaître par Ouais, cœur, mais bon, ils sont tous référencés dans notre outil de diagnostic, donc ouais. c'est facile. Ok. Et je pense que ce sera une des dernières questions. On a une question de Lucas, qui a un four Valberg qui est bloqué à 160 degrés. Comment est-ce que c'est possible? Bloqué à 160 degrés, bah déjà, c'est en gros, si je comprends bien, il sélectionne 220 degrés et par contre, son four plafonne à 120, c'est ça? Si je comprends bien. Bah, Je pense que c'est vraiment bloqué. Ça doit être le tableau de commande ne doit pas afficher quelque chose d'autre ouais, que parce qu'après, 160. faut vérifier, est-ce que en fait, c'est son affichage en fait qui reste à 160 ou est-ce que c'est vraiment à l'intérieur que ça ne monte pas plus haut que 160? C'est complètement différent. Ouais, exact. Donc là, je ne comprends pas trop la question. Donc, C'est peut-être le bandeau de commande, tout simplement. Peut-être que le four réagit, mais que l'écran ne réagit plus. À voir voilà, si donc on... en fait, c'est soit il n'arrive pas à sélectionner son bureau de commande, donc là c'est un problème du tactile ou du sélecteur qui n'arrive pas à monter plus. Voilà, donc c'est ça. Soit après,
Après, si ça n'arrive pas vraiment à monter physiquement en température à l'intérieur, il a peut-être un problème, enfin, c'est pas bien branché suffisamment, il n'y a pas assez d'ampérage qui passe dans son four pour que le four puisse bien monter correctement en température. Donc là, pour moi, la question elle n'est pas assez précise pour en répondre précisément, en fait. Oui, c'est vrai, il faut d'abord faire la vérification de est-ce que c'est un problème d'écran ou est-ce que c'est un problème de chauffe Ouais, à voilà. l'intérieur. Est-ce qu'il est bloqué au niveau de l'écran ou Ouais. est-ce que vraiment il a mis un thermomètre dedans, il s'aperçoit que ça ne monte pas plus haut que Je 160? comprends. Et c'est deux choses différentes. Je comprends, pas de problème. On a une question de Edwige. La fonction four de notre cuisinière vitrocéramique ne fonctionne plus. Les voyants et l'horloge de la façade ne s'allument plus, mais les plaques Ouais. fonctionnent toujours. Les plaques fonctionnent et Ça fonctionne, mais la partie four, le minuteur ne ne fonctionne plus, c'est fonctionnent ça, il plus. n'arrive pas. Ouais. Ouais, L'horloge, les bah, voyants et le four ne fonctionnent plus. d'accord, ok, donc il a quand même l'afficheur qui s'affiche donc sur l'écran, mais pas, Ouais. ça démarre pas, quoi. Ouais. Ah, là, ouais, là, alors ça peut être un problème, soit un problème au niveau du verrou de la serrure de porte, du verrou qui s'enclenche pas bien. On peut vérifier quand même au niveau de la programmation du minuteur s'il n'y a pas pareil une sécurité quelconque dessus, un mode démo ou une sécurité enfant ou quelque chose comme ça. Euh, Sinon, après, s'il est vraiment bloqué, c'est tout simplement c'est le minuteur qui a un problème, hein, tout simplement. Ou au niveau du bouton, quand il appuie dessus, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça peut être vraiment le bloc minuteur qui peut avoir un problème. Voilà, si je dis ça, c'est vraiment le cerveau de la cuisinière qui a un problème, hein. Est-ce qu'en faisant le diagnostic de panne sur notre site ou sur le site de l'ADEME, il pourra trouver Oui, une- déjà, on pourra l'orienter et on pourra peut-être vraiment choisir un symptôme vraiment peut-être plus précis en fait. On a quand même beaucoup de symptômes. On va lui demander, démarre pas, enfin, on va lui demander si son four démarre ou pas, et après on va vraiment l'orienter, savoir Ok, qu'est-ce qu'il doit tester en premier, etc. ok, ok, très bien. On a une question d'un autre Cyril qui nous Ah, dit j'ai un four combi micro-ondes. Lors d'une utilisation, il y a eu une mini-explosion suivie d'un déchargement de fumée, dégagement de ok. fumée. Donc, OK. Et depuis, le micro-ondes ne fonctionne plus alors que la fonction classique fonctionne. Est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est dangereux? Ben, non, en fait, si la fonction micro-ondes fonctionne plus du tout et que le reste fonctionne, pareil, moi je pense au fusible, parce que c'est souvent ça. La partie micro-ondes c'est peut-être mis en sécurité. Après, en fait, sur un micro-ondes, vous avez souvent des interrupteurs de porte qui permettent d'autoriser donc la cuisson en micro-ondes. Et je sais que ça arrive souvent sur la partie micro-ondes, en fait, qu'il y a un des interrupteurs qui se met en défaut. Et du coup, ça peut donc bloquer la partie micro-ondes. Mais après, encore une fois, une explosion, ouais, je pense que déjà, s'il a eu une explosion et s'il a eu de la fumée, si j'ai bien Ouais. compris, déjà rien qu'en débranchant le four, en ouvrant la carcasse, enfin, la carcasse, oui, et puis en débranchant, enfin, déchargeant le condensateur, etc., déjà, il risque de voir en fait le problème assez rapidement, hein, parce que si ça a explosé, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur qui a dû. Ouais, ça doit. Il va le voir assez rapidement, je pense, hein. OK. Une carte électronique qui a brûlé ou quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que j'ai OK. répondu à la question de Cyril. Il Très faut ouvrir bien. la bête. On a des questions sur des réfrigérateurs, etc. Je vous invite à les poster sur le forum ou sur nos réseaux sociaux. On y répondra sans souci. Là, c'est une session qui est consacrée aux appareils de cuisson.
Donc, je ne les choisis pas. Alors, on a une question de Max qui nous dit: «Bonjour, j'ai une plaque vitro où le voyant sécurité indiquant que la plaque est chaude reste allumé même quand la plaque est froide. D'où est-ce que ça peut venir?» Ouais, c'est la sonde. C'est certainement la sonde de température. Il doit y OK. avoir un H qui doit s'afficher, quelque chose comme ça, j'imagine. Sinon, vous avez un H qui s'affiche. Même quand l'appareil n'est pas en fonctionnement, il peut s'allumer quand vous avez un problème de sonde. Bon, c'est pas un problème très, très grave, ça altère pas le fonctionnement de l'appareil? Bah après, si, parce qu'après, si la sonde est défectueuse, ça peut perturber aussi au niveau de la cuisson. Et bon, Ouais, voilà. OK. Faut pas trop traîner, mais peut-être que la sonde, simplement, des fois, vous avez des sondes qui se cassent en fait dans l'inducteur, et c'est assez facile de déterminer le problème. En fait, elle est à moitié cassée, on voit tout de suite. Ouais, je pense que là, effectivement, c'est la partie fil noir hein, qui est branchée dessus. Et bah, comme je disais tout à l'heure, donc soit on remplace la sonde, soit on remplace donc l'inducteur complet. OK. Voilà, qui est ici. OK, très bien. J'ai une autre question de Mexan qui a un micro-ondes dont la lumière ne fonctionne plus. Il demande s'il faut plutôt changer le fusible ou s'il faut plutôt changer la lampe et il n'a pas trouvé de tuto, donc on n'a pas de tuto sur. Alors, bah, non, je pense que c'est juste la lampe qui fonctionne pas. À mon avis, la lampe est simplement défectueuse. Hein. Ok, Donc, généralement, sur les fours micro-ondes, il faut quand même démonter, faut enlever le dessus, toute la carcasse autour pour aller changer la lampe, hein, malheureusement. C'est comme ça. Et après, bah, la lampe, bah, il la démonte, il vérifie le filament à l'intérieur. Souvent, une lampe qui est défectueuse, on la voit, c'est cramé à l'intérieur, il y a le filament qui est coupé. Après, s'il ok, y a un doute, il peut également attester avec le multimètre. Mais non, non, si le four fonctionne et que simplement l'éclairage ne fonctionne pas, bah, c'est forcément la lampe. Hein. ok. Très bien. Euh, je crois qu'on a répondu à peu près à presque toutes les questions. On en a toujours donc sur la fermeture, le verrouillage de la porte, la fermeture de porte du four. On a répondu à ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur le fait que c'est assez facile de changer finalement le verrou de porte d'un four et que ouais, si, si on a besoin de le changer, c'est possible. Bah, le verrou de porte, oui, c'est très simple. Bon, il faut enlever le dessus. Et après, en fait, tous les fours ne sont pas pareils, donc c'est difficile de dire la méthode exacte. Mais généralement, il y a quelques fils à débrancher. Donc, moi, je vous conseille de prendre une photo en fait de l'élément à débrancher pour pas vous tromper pour le remontage. Généralement, vous avez des fils du petit moteur et puis les petits interrupteurs là. Et après, vous allez avoir deux, trois vis à enlever et voilà, c'est vraiment c'est pas très compliqué. Un four à dépanner, c'est pas plus compliqué qu'un lave-linge. En fait, dans un four, il y a pas de partie hydraulique, il n'y a pas d'eau, donc c'est simplement c'est un espèce de gros mécano avec plein de pièces dessus, plein de branchements, mais c'est pas plus compliqué qu'un autre appareil. Ok, Et, alors, on a un tuto sur le remplacement du verrou de blocage d'un four pyrolyse hein, sur ok. notre chaîne YouTube, hein, s'il veut voir. Très bien. Fatima, si tu nous entends, toi qui as posé la question plusieurs fois dans le chat, voilà, c'est Ouais, bien non, c'est pas. expliqué. Après, si vraiment elle a un doute, enfin, sur le montage, tout ça, nous on propose un service d'aide à la réparation par visio,
où on est guidé par un technicien expérimenté de terrain qui va vous aider au mieux, qui va vous donner des conseils, qui va vous mettre en confiance pour pouvoir le faire plus facilement. Puis vu qu'il a l'expérience, voilà, c'est facile de le faire avec l'aide d'un technicien si vraiment elle a besoin d'un coup de pouce. Voilà. Ok. Mais ça va pas l'air compliqué. Ça va. Non, franchement, c'est pas compliqué du tout. Le Ok, blocage. Voilà. top. On va prendre une dernière question que je pourrais me poser aussi, qui est Cédric qui demande si quand on fait une pyrolyse, c'est malin ou si c'est un problème de laisser son plat, son lèche-frite et ses grilles à l'intérieur. Est-ce qu'on peut Alors, faire non. ça ou mauvaise idée? Alors, vaut mieux tout enlever, les gradins, les lèches-frites, tout ça. Ok, Parce qu'en fait, ce qui peut arriver, c'est que les lèches-frites risquent de se déformer et les gradins, ils risquent en fait, ils ont une couleur qui est assez enfin, c'est assez brillant et ça risque de se ternir quand on va le passer à la pyrolyse, ça va devenir couleur un peu marron. Et, euh, et voilà, donc il vaut mieux, si on veut les garder bien propres, bien brillants, en fait, il vaut mieux les enlever quand vous faites la pyrolyse. Généralement, ça s'enlève très facilement, sans outils. Il suffit de tirer dessus. C'est un peu plus compliqué. Mais non, ça sort assez facilement, voilà. Et il faut le faire. Vaut mieux tout enlever quand on fait une pyrolyse. Après, maintenant, je sais qu'il y a des fours avec les accessoires qui sont pyrolysables. Mais bon, moi, je conseille quand même de tout enlever. C'est beaucoup mieux et comme ça les endommage pas. ok. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Cyril pour toutes ces réponses. Avec Euh, plaisir. il est 18h, donc on va devoir terminer cette session de réparation. Avant, je vais vous parler rapidement du Repair Tour de France. Donc, cette session, cet atelier, en fait, fait partie du Repair Tour de France. Comme on ne peut plus se déplacer pour faire des ateliers en physique, on le fait en ligne. Et du coup, c'est un projet qu'on accomplit depuis 3 ans chez Spareka. Et cette année, on est soutenu par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME dans le cadre de la campagne Longue vie aux objets. Et du coup, c'est un tour de France de la réparation. Donc, habituellement, on part en atelier qu'on organise gratuitement et c'est une démarche solidaire et pédagogique pour montrer aux Français que c'est possible et que c'est facile de réparer. Donc, on s'installe sur la place principale de la ville ou du village et on déplie nos tables, nos boîtes à outils, etc. Et puis, on invite tous les habitants du lieu à venir avec leurs appareils cassés et on répare du coup avec vous vos appareils. Chacun peut réparer avec la personne qui est à côté de lui, etc. Et ça permet de comprendre comment est-ce que c'est conçu et de voir que c'est pas si compliqué. Donc, en 2020, on a pu faire 3 dates de webinaire et 3, même 4 dates en physique. On est allé à Lille, à Bordeaux, à Marseille et à Caen. On a rencontré pour l'instant 700 personnes cette année et on a réparé environ 200 appareils. Donc voilà, et vous pouvez retrouver la carte interactive du Repair Tour sur le site levieuxobjets.gouv.fr. Et puis vous pouvez aussi nous proposer de passer dans votre ville dans le chat. Je les ajouterai à la liste. Voilà, et avant de vous quitter aussi, je voulais vous parler du fameux Black Friday. Donc, c'est le vendredi noir qui va soit se dérouler ce vendredi 27 novembre, soit le 4 décembre. D'une part, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans le chat. On ira lire tout ça avec plaisir. Et premièrement, déjà, bravo à vous, parce que si vous êtes connecté ici, j'imagine que vous ne remplacerez pas votre four pour un four tout neuf à moitié prix dans 2 jours. Ça fait de vous des consommateurs vraiment responsables. Et chacun d'entre nous, en fait, on possède déjà 2,5 tonnes d'équipements à la maison. Ces équipements nous ont demandé plus de 45 tonnes de matières premières, soit 18 hippopotames. Donc, c'est comme si chacun en avait 18 hippopotames cachés dans notre appart ou dans notre maison. Et du coup, voilà, maintenant, vous avez ces chiffres-là pour convaincre vos amis, votre famille de suivre votre démarche et de faire comme vous, de ne pas faire d'achats futiles pendant cette date-là. Voilà, maintenant, on va devoir vous laisser. Et puis, même s'il reste quelques questions,
Étienne les mettra sur le forum et puis on va les reposter aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux à nous interpeller, à nous poser des questions. On est là à distance toute l'année, tout le temps pour vous aider à réparer. Donc voilà, merci beaucoup. Ravi d'avoir été là avec vous ce soir. On espère qu'on vous a aidé. Voilà, bonne réparation à vous et bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.